Au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, l'Europe est un mosaïque de royaumes, de principautés et de duchés aux coutumes et aux langues variées. Au sud de ce que nous appelons aujourd'hui la France, s'étend une terre singulière, le Languedoc. Ce territoire, des contreforts du Massif central aux vallées des Pyrénées, ne connaît pas l'autorité directe du roi de France. Il est morcelé en une multitude de seigneuries, les plus puissantes étant les comtés de Toulouse, de Carcassonne et les vicomtés de Béziers et d'Albi. Ici, la vie est régie par des codes propres, une langue, l'occitan, et une culture qui s'épanouissent dans les cours des châteaux et les villes marchandes. Cette société est remarquablement ouverte pour son époque. Les routes commerciales qui relient l'Espagne maure à l'Italie et au Proche-Orient y font circuler non seulement des marchandises, mais aussi des idées. Des juifs, des chrétiens et des musulmans y coexistent et y commercent. La poésie des troubadours y célèbre l'amour courtois, une conception subtile et souvent subversive des relations humaines. Cette tolérance, cette richesse culturelle et cette relative indépendance politique créent un terreau fertile pour des courants de pensée qui remettent en question l'ordre établi. C'est dans ce contexte qu'une doctrine chrétienne alternative, le catharisme, prend racine et s'étend avec une vitesse qui inquiète de plus en plus Rome. Pour l'Église catholique, qui cherche à unifier la chrétienté sous son autorité unique, ce phénomène n'est pas une simple dissidence. C'est une menace existentielle, une révolte spirituelle qui mine ses fondements. La réaction qu'elle va engendrer ne se limitera pas aux sermons et aux débats. Elle va se transformer en une guerre totale, une croisade menée par les barons du nord de la France qui laissera des cicatrices profondes dans la terre et les mémoires. Ce n'est pas seulement une guerre de religion, c'est le choc de deux mondes, celui d'une Occitanie tolérante et indépendante contre celui d'une France monarchique et centralisatrice, le tout sous le prétexte d'une défense de la foi. Le catharisme n'est pas né spontanément dans le Languedoc. Ses racines théologiques plongent dans un courant très ancien du christianisme, le dualisme. Cette idée, qui postule l'existence de deux principes opposés, l'un bon et l'autre mauvais, a traversé les siècles sous différentes formes, depuis les gnostiques des premiers siècles jusqu'aux bogomiles, une secte chrétienne influente dans les Balkans au Xe siècle. C'est probablement par l'intermédiaire de marchands ou de prédicateurs venus de l'Est que ces idées parviennent dans le Languedoc. La doctrine cathare, une fois établie, propose une vision du monde radicalement opposée à celle de l'Église catholique. Pour les cathares, l'univers est le théâtre d'un combat entre deux dieux. Le premier, le Dieu bon, est le créateur du monde spirituel, des âmes et de tout ce qui est immatériel et parfait. Le second, le principe mauvais, souvent identifié au Dieu de l'Ancien Testament, est le créateur du monde matériel, de la chair, de la souffrance et du mal. L'humanité est donc piégée. Des âmes divines sont emprisonnées dans des corps matériels créés par le démiurge malveillant. Cette cosmologie a des conséquences directes sur leur foi et leurs pratiques. Les cathares rejettent en bloc l'Ancien Testament qu'ils considèrent comme le témoignage du Dieu mauvais. Ils nient l'incarnation, la passion et la résurrection du Christ. Pour eux, Jésus n'était pas un homme de chair et de sang, mais un être purement spirituel, un messager du Dieu bon venu révéler aux hommes la vérité et leur montrer le chemin pour échapper à leur prison matérielle. Sa crucifixion n'était qu'une apparence, une illusion destinée à tromper le prince de ce monde. Face à cette vision, le rituel cathare central est le consolamentum. C'est le seul sacrement qu'ils reconnaissent, administré par imposition des mains par un parfait ou une parfaite. Les membres du clergé cathare ayant reçu ce sacrement, il a une double fonction. Pour les fidèles mourants, il est le baptême spirituel qui libère l'âme et lui permet de rejoindre le monde divin à la mort. Pour ceux qui choisissent de le recevoir de leur vivant, il les engage dans une vie d'ascétisme total. Ils deviennent des parfaits, s'engageant à ne plus manger de viande, à pratiquer la chasteté, à ne plus mentir et à vivre de leur propre travail, souvent comme artisans. Le succès de cette doctrine dans le Languedoc s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, elle offre une réponse au problème du mal, une question qui tourmente beaucoup de croyants à une époque marquée par la violence et les épidémies. Ensuite, elle critique avec virulence l'Église catholique. Les cathares dénoncent la richesse des prélats, le trafic des reliques et des indulgences, et le pouvoir temporel que l'Église s'est arrogé.
En face, les parfaits cathares mènent une vie de pauvreté et de rigueur morale qui contraste fortement avec le train de vie de nombreux évêques et abbés. Cette authenticité apparente séduit une partie de la population, des nobles qui y voient un moyen de contester l'influence ecclésiastique sur leurs terres, aux artisans et aux paysans qui sont sensibles aux messages de pureté et d'égalité. Des communautés cathares structurées se mettent en place avec leurs propres évêques à Albi, Toulouse, Carcassonne et Agen, créant une véritable église parallèle qui concurrence directement l'Église romaine. Face à l'expansion de cette hérésie, la réaction de l'Église catholique est d'abord relativement mesurée. Au cours du XIIe siècle, plusieurs conciles locaux condamnent les doctrines cathares, mais les mesures prises restent spirituelles. Excommunication des hérétiques et de leurs protecteurs, interdiction de leur donner asile. L'Église compte d'abord sur la persuasion. Elle envoie des prédicateurs pour tenter de convaincre les populations égarées. L'un des plus célèbres de ces missionnaires est un chanoine espagnol, Dominique de Guzman, le futur saint Dominique. Arrivé dans le Languedoc vers 1206, il est choqué par l'influence des cathares. Il comprend que pour les combattre efficacement, il faut leur opposer des prédicateurs qui incarnent les mêmes vertus qu'ils prônent. Il adopte un style de vie simple, parcourt les routes à pied et organise des débats publics avec les parfaits cathares. Ces confrontations intellectuelles, souvent tenues dans des villes comme Montréal ou Fanjeaux, attirent de grandes foules. Cependant, les résultats sont décevants pour l'Église. Les cathares, parlant la langue du pays et vivant parmi le peuple, paraissent souvent plus convaincants que les théologiens catholiques, formés en latin et perçus comme des étrangers. C'est l'échec de ces méthodes pacifiques qui pousse la papauté à durcir sa position. Le pape Innocent III, élu en 1198, est un homme d'une grande intelligence politique et d'une volonté de fer. Il est convaincu que l'hérésie est un cancer qui ronge le corps de la chrétienté et qu'il faut l'extirper par tous les moyens. En 1204, il prend une mesure décisive. Il suspend les pouvoirs des évêques du Languedoc, jugés trop complaisants, et nomme des légats pontificaux avec plein pouvoir pour mener la lutte contre les cathares. Les deux principaux légats sont Pierre de Castelnau et Arnaud d'Amaury, respectivement chanoines et abbés de Cîteaux. Ils sont inflexibles et dévoués à leur mission. Ils multiplient les visites pastorales, exigent des serments de lutte contre l'hérésie des seigneurs locaux et n'hésitent pas à utiliser l'arme de l'excommunication. Leur action se concentre particulièrement sur le comte de Toulouse, Raymond VI, qu'ils considèrent comme le principal protecteur des hérétiques. Raymond VI est un personnage complexe. Pas cathare lui-même, il est entouré de conseillers et de vassaux qui le sont, et il hésite à réprimer violemment une partie de sa propre population de peur de déclencher une guerre civile. La tension monte d'un cran. En 1207, Pierre de Castelnau excommunie à nouveau Raymond VI et jette l'interdit sur ses terres, ce qui signifie que tout office religieux y est suspendu. Le comte, sous la pression, finit par se soumettre et accepte de prêter serment de lutter contre l'hérésie. Mais cette soumission est de pure forme. Il ne prend aucune mesure concrète contre les cathares, ce qui exaspère le légat pontifical. La situation est devenue explosive. Il ne manque plus qu'une étincelle pour mettre le feu à toute la région. L'étincelle vient le 15 janvier 1208. Ce jour-là, Pierre de Castelnau est assassiné près de Saint-Gilles, au bord du Rhône, alors qu'il s'apprête à quitter la région. L'agresseur, un certain Guillaume de Sédin, est un écuyer dans l'entourage de Raymond VI. Bien que le comte de Toulouse ait probablement commandité directement le meurtre, sa proximité avec l'assassin suffit à le rendre responsable aux yeux de la papauté. La nouvelle de la mort d'un légat du pape, un représentant direct de l'Église, parcourt l'Europe comme une traînée de poudre. Pour Innocent III, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'attaque n'est plus seulement dirigée contre l'hérésie, elle est dirigée contre l'Église elle-même. Le pape réagit avec une vitesse et une détermination rares. Le 10 mars 1208, il publie la bulle Vergentis Insenium. Il y excommunie solennellement Raymond VI, le déclare déchu de tous ses fiefs et lance un appel sans précédent. Innocent III ne se contente pas de demander une action militaire. Il transforme la lutte contre les hérétiques du Languedoc en une véritable croisade, au même titre que celles qui se déroulent en Terre Sainte. Il promet à tous ceux qui prendront les armes pour une durée de 40 jours les mêmes indulgences spirituelles
c'est-à-dire la rémission de tous leurs péchés. C'est une offre extraordinairement attractive pour une noblesse guerrière et profondément pieuse. Cet appel trouve un écho considérable, surtout dans le nord de la France. Les barons et les chevaliers du royaume de France, comme le duc Eudes III de Bourgogne, le comte Hervé IV de Donzy ou encore le comte Gaucher de Châtillon, répondent massivement à l'appel. Leurs motivations sont multiples. Il y a bien sûr la foi sincère et le désir de combattre pour Dieu, mais il y a aussi des considérations beaucoup plus matérielles. Le Languedoc est une terre riche et la croisade offre l'opportunité de s'emparer de terres, de titres et de butins. Le roi de France, Philippe Auguste, bien qu'officiellement neutre car il est lui-même en conflit avec le pape sur d'autres sujets, donne son accord tacite, voire son soutien, à cette entreprise qui ne peut que renforcer l'influence de la couronne au sud. L'été 1209, une armée immense se constitue à Lyon. Des milliers de chevaliers, de sergents et de piétons, venus de tout le nord de la France, mais aussi d'Allemagne et de Bourgogne, se rassemblent sous la bannière de la croisade. Leur premier objectif est clair, punir les meurtriers de Pierre de Castelnau et éradiquer l'hérésie dans ses fiefs. Le point de départ de leur expédition sera la ville de Béziers, l'un des principaux bastions cathares et la ville où l'on pense que se trouve l'un des assassins. La machine de guerre est en marche. Personne, ni même les chefs de la croisade, ne mesure encore la violence déchaînée qui va s'abattre sur l'Occitanie. En juillet 1209, l'armée des croisés franchit le Rhône et entre dans le Languedoc. Elle est une force redoutable, bien organisée et déterminée. Le 21 juillet, les croisés arrivent devant les murs de Béziers. La ville est solidement défendue, mais ses habitants, catholiques et cathares confondus, refusent de livrer les hérétiques que l'on réclame. Ils se moquent des assiégeants et, dans un excès de confiance, une sortie désordonnée est organisée. Elle est repoussée facilement par les croisés qui en profitent pour enfoncer les portes de la ville. Ce qui se passe ensuite est un carnage d'une ampleur inouïe. Les croisés, envahissant la ville, se livrent à un massacre général. Hommes, femmes, enfants, vieillards sont tués sans distinction. Les églises, censées être des lieux de refuge, ne sont pas épargnées. Des milliers de personnes qui s'étaient réfugiées dans les églises Sainte-Madeleine et Saint-Jacques sont massacrées sur place. Le nombre exact de victimes est impossible à connaître, mais les chroniqueurs de l'époque parlent de 7 à 10 000 morts. C'est lors de ce massacre qu'aurait été prononcée la phrase la plus célèbre et la plus terrible de toute la croisade, attribuée à Arnaud Amaury, le légat du pape. Alors que les soldats lui demandaient comment distinguer les catholiques des cathares, il aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Même si l'authenticité historique de la citation est discutée, elle reflète parfaitement la logique implacable qui préside à cette première phase de la guerre. La purification par la violence, sans distinction. Après Béziers, l'armée se dirige vers Carcassonne, la capitale du vicomte Raymond Roger Trencavel, qui est l'un des principaux protecteurs des cathares. La ville, réputée imprenable, est assiégée à partir du 1er août 1209. Les croisés coupent les aqueducs qui alimentent la cité en eau, rendant la situation rapidement intenable pour les défenseurs. Après 15 jours de siège, Raymond Roger Trencavel accepte de négocier sa reddition. Il se livre aux croisés en échange de la vie sauve pour les habitants de la ville. Mais la promesse n'est pas tenue. Les habitants sont chassés de Carcassonne, ne pouvant emporter qu'une seule chemise. Raymond Roger Trencavel est emprisonné dans son propre donjon et meurt dans des conditions suspectes quelques mois plus tard, probablement de dysenterie ou empoisonné. Avec la chute de Carcassonne, c'est toute la dynastie des Trencavel qui est anéantie. Leurs terres, qui couvrent une grande partie du Languedoc central, sont confisquées. Le chef de la croisade, Simon de Montfort, un seigneur normand peu connu mais d'une grande piété et d'une compétence militaire redoutable, se voit offrir le vicomté de Carcassonne, d'Albi et de Béziers. Il devient le principal acteur de la conquête. Simon de Montfort va se révéler un stratège impitoyable et un administrateur efficace. Il comprend que pour tenir ces territoires conquis, il doit instaurer un régime de terreur. Il entreprend la conquête systématique des châteaux et des villes qui résistent encore. En juin 1210, il met le siège devant la forteresse de Minerve. Après avoir pris la ville basse, il s'attaque au château perché sur un éperon rocheux. La résistance est héroïque,
mais la soif finit par avoir raison des défenseurs. 140 cathares qui refusent d'abjurer leur foi sont brûlés vifs sur un immense bûcher. La même année, ce sont les châteaux de Termes, puis en 1211 celui de Puylaurens, qui tombent après des sièges difficiles. Partout où il passe, Simon de Montfort applique la même méthode. Il punit les rebelles par la mort ou la confiscation de leurs biens et récompense ses partisans en leur distribuant les terres conquises. En 2 ans, il a pris le contrôle de la quasi-totalité des anciennes possessions des Trencavel et a mis en place une nouvelle administration, directement liée à la couronne de France. La révolte semble matée, mais c'est sans compter sur la résistance acharnée du comte de Toulouse, Raymond VI, et de son fils. En 1211, Simon de Montfort décide de s'en prendre au cœur du pouvoir occitan, Toulouse. Il espère ainsi forcer Raymond VI à une bataille décisive. Mais le siège de la ville est un échec. La population toulousaine, massivement hostile aux croisés, se mobilise pour défendre ses murs. L'armée de Montfort, mal approvisionnée et harcelée par les sorties des habitants, doit finalement lever le siège et se replier. C'est la première défaite sérieuse de Simon de Montfort, et elle redonne de l'espoir aux partisans de la cause occitane. Cet espoir est renforcé par l'intervention d'un acteur majeur, le roi d'Aragon, Pierre II. Pierre II est un personnage puissant et respecté. Il est le suzerain de plusieurs seigneurs occitans, dont le comte de Toulouse et le vicomte de Béziers avant sa déposition. Il est également un catholique zélé, qui a d'ailleurs combattu les Maures en Espagne, mais il est aussi un politique qui comprend que la victoire de Simon de Montfort et l'expansion de l'influence française dans la région menacent directement ses propres intérêts et l'équilibre des pouvoirs dans le sud-ouest de l'Europe. Après avoir tenté une médiation infructueuse auprès du pape, Pierre II décide de prendre les armes. En septembre 1213, il rassemble une armée puissante à Toulouse, composée de ses propres troupes aragonaises et de contingents de ses vassaux occitans, menés par Raymond VI, le comte de Foix et le comte de Comminges. Face à cette coalition, Simon de Montfort ne dispose que d'une force modeste, environ 1000 chevaliers et quelques milliers d'hommes à pied. La bataille décisive a lieu le 12 septembre 1213, près de Muret, au sud de Toulouse. L'armée de Pierre II est numériquement bien supérieure, mais elle est hétéroclite et peu disciplinée. Simon de Montfort, en revanche, commande une troupe de chevaliers du nord de la France, aguerris par 2 ans de guerre et soudés par une même foi et une même ambition. La bataille est un chef-d'œuvre tactique. Alors que l'infanterie occitane attaque le camp des croisés, Simon de Montfort conserve sa cavalerie en réserve. Au moment crucial, il lance ses chevaliers dans une charge fulgurante sur le flanc de l'armée ennemie qui est prise complètement par surprise. Le choc est terrible. L'armée occitane est mise en déroute en quelques instants. Le drame atteint son paroxysme lorsque le roi Pierre II lui-même est tué au combat. Identifié à sa bannière, il est encerclé et tué par les chevaliers français. Sa mort provoque la panique totale dans les rangs occitans. La défaite est catastrophique. Raymond VI et les autres seigneurs s'enfuient, laissant le champ de bataille jonché de cadavres. La bataille de Muret est un tournant absolument décisif. Sur le plan militaire, elle anéantit la dernière armée capable de s'opposer à Simon de Montfort. Sur le plan politique, elle brise la puissance aragonaise dans la région. La mort du roi Pierre II prive les Occitans de leur seul protecteur crédible. Le jeune roi Jacques Ier d'Aragon, son fils, n'a que 6 ans, et le royaume d'Aragon est plongé dans une longue régence, l'empêchant d'intervenir à nouveau dans les affaires du Languedoc. Simon de Montfort sort de cette bataille avec un prestige immense. Il peut désormais imposer son autorité sur la quasi-totalité de l'Occitanie. En 1215, le 4e concile œcuménique de Latran, convoqué par le pape Innocent III, entérine sa victoire. Le concile confirme Simon de Montfort comme comte de Toulouse et dépossède définitivement Raymond VI de toutes ses terres, ne lui laissant qu'une petite seigneurie en Provence. La croisade semble avoir atteint son but. L'hérésie est vaincue et le Languedoc est passé sous le contrôle des seigneurs du nord de la France. La décision du concile de Latran, si elle semble mettre un point final au conflit, est en réalité le déclencheur d'une nouvelle phase de résistance. L'occupation par les troupes de Simon de Montfort est de plus en plus mal vécue par la population. Les nouveaux seigneurs du Nord sont perçus comme des occupants étrangers et et leur administration est brutale. Les impôts sont lourds pour financer la guerre.
et les coutumes locales sont bafouées. En 1216, la flamme de la révolte se ranime. Raymond VI, bien que dépossédé, n'a pas renoncé. Il confie une mission cruciale à son fils, Raymond VII, qui n'a que 18 ans. Débarquant à Marseille avec une petite troupe de fidèles, le jeune homme est acclamé par la population. Son arrivée est le signal d'une insurrection générale. Beaucaire se soulève et chasse la garnison croisée. D'autres villes, comme Nîmes et Narbonne, suivent le mouvement. Mais c'est à Toulouse que la rébellion prend son ampleur la plus spectaculaire. Le 13 septembre 1217, alors que Simon de Montfort est occupé à combattre les rebelles en Provence, Raymond VII parvient à s'introduire secrètement dans la ville. Le lendemain, la population se soulève et massacre la garnison croisée. Toulouse est de nouveau aux mains des comtes de Toulouse. Simon de Montfort doit abandonner sa campagne en Provence et se précipiter pour reprendre sa capitale. Il commence un long et difficile siège qui va durer plus de 9 mois. Toulouse est transformée en camp retranché. Les habitants, hommes et femmes, participent à la défense de la ville, creusant des tranchées, réparant les remparts et manœuvrant les machines de guerre. La résistance est héroïque. Le 25 juin 1218, alors qu'il supervise les travaux de siège, Simon de Montfort est tué. Selon la chronique, il est frappé à mort par une pierre lancée d'une catapulte. La légende veut que la machine ait été manœuvrée par un groupe de femmes, dirigé par une certaine dame Bourguigne de la Garde. La mort de Simon de Montfort est un choc immense pour les croisés. C'était leur chef, leur stratège, le symbole de leur réussite. Sa mort redonne un espoir immense aux Occitans. Amaury de Montfort, le fils de Simon, lui succède. Mais il n'a ni le talent militaire ni l'autorité de son père. Il se retrouve rapidement débordé par la révolte qui gagne tout le Languedoc. Raymond VII reprend les villes une par une. En 1221, il reprend Castelnaudary, la ville où son père avait été vaincu. En 1222, Raymond VI meurt, laissant à son fils un territoire en grande partie libéré. En 1224, Amaury de Montfort, incapable de tenir ses positions, se résigne. Il cède tous ses droits sur le Languedoc au roi de France. Le conflit change de nature. Ce n'est plus une croisade menée par des barons indépendants. C'est maintenant une guerre entre le roi de France et le comte de Toulouse. L'intervention directe de la monarchie française va être bien plus implacable et efficace que celle des croisés. En 1226, le roi de France, Louis VIII, dit le Lion, décide de prendre personnellement la tête de l'expédition. Cette fois, il ne s'agit plus d'une croisade contre l'hérésie, mais d'une guerre de conquête royale. L'armée que Louis VIII rassemble est bien plus puissante et mieux organisée que les précédentes armées de croisés. Elle bénéficie du soutien logistique et financier de toute la machine monarchique française. La campagne de 1226 est une succession de victoires rapides. Les villes qui avaient résisté à Simon de Montfort, comme Avignon, qui se rend après un siège de 3 mois, ou encore Nîmes et Béziers, ouvrent leurs portes au roi de France sans combattre. La puissance de la monarchie française fait peur. Raymond VII, qui n'a pas les moyens de s'opposer à une telle force, adopte une stratégie de terre brûlée et de guérilla, évitant la bataille rangée. Mais alors que la campagne semble couronnée de succès, le drame frappe. En novembre 1226, au retour de son expédition, le roi Louis VIII meurt de la dysenterie à Montpensier, en Auvergne. Il n'a que 39 ans. Son fils, Louis IX, futur Saint-Louis, n'a que 12 ans. La régence est assurée par sa mère, Blanche de Castille. La mort de Louis VIII pourrait redonner une chance à Raymond VII. Mais Blanche de Castille se révèle être une femme d'État exceptionnelle, à la fois ferme et habile. Elle poursuit la politique de son mari avec une détermination de fer. En 1228, elle lance une nouvelle offensive. L'armée royale, commandée par le comte de la Marche, envahit à nouveau le Languedoc. Raymond VII, une fois de plus, est vaincu. Cette fois, il n'y a plus d'échappatoire possible. Épuisé, isolé et sans alliés, Raymond VII doit négocier sa reddition. Les négociations aboutissent au traité de Paris, signé en avril 1229. Les termes du traité sont extrêmement durs pour Raymond VII et pour tout le Languedoc. Il doit céder au roi de France la quasi-totalité de ses terres, ne conservant que le comté de Toulouse, mais de manière viagère. À sa mort, le comté sera intégralement rattaché à la couronne de France. Pour sceller cette union, sa fille et unique héritière, Jeanne,
doit épouser Alphonse de Poitiers, le frère du roi Louis IX. Le traité de Paris ne se contente pas de régler les questions territoriales. Il vise aussi à éradiquer définitivement l'hérésie. Raymond VII s'engage à poursuivre les cathares sur ses terres. Il doit financer la création d'une université à Toulouse, dont le but explicite est de former des clercs capables de combattre l'hérésie par la prédication et la théologie. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, le traité prévoit l'établissement permanent de l'Inquisition dans le Languedoc. Le traité de Paris marque la fin de l'indépendance politique et culturelle de l'Occitanie. La région est désormais sous le contrôle direct ou indirect du roi de France. La langue occitane va progressivement être supplantée par le français dans l'administration et la vie de cour. La culture des troubadours, qui avait fait la splendeur de la région, entre en déclin. La révolte est écrasée, la guerre est finie. Mais pour les cathares qui ont survécu, le pire est encore à venir. Après le traité de Paris, la lutte contre le catharisme change de forme. Elle n'est plus une guerre ouverte, mais une traque sournoise et implacable menée par une institution nouvelle et redoutable, l'Inquisition. Créée par le pape Grégoire IX en 1231, l'Inquisition est une juridiction ecclésiastique spéciale, chargée de rechercher, de juger et de punir les hérétiques. Dans le Languedoc, elle est principalement confiée aux ordres mendiants, les franciscains et surtout les dominicains, l'ordre fondé par Dominique de Guzman. Les inquisiteurs disposent de pouvoirs extraordinaires. Ils peuvent convoquer n'importe qui pour un interrogatoire, et les accusés n'ont pas droit à un avocat. La torture est autorisée pour obtenir des aveux, bien que son usage soit théoriquement encadré. Les peines sont sévères, la prison à vie, la confiscation des biens, et pour les hérétiques récalcitrants, la remise au bras séculier, ce qui signifie le bûcher. L'Inquisition s'appuie sur un réseau de délateurs et sur la délation. La peur s'installe dans les villages et les villes. Les familles se déchirent, les voisins se soupçonnent. Les inquisiteurs dressent des registres minutieux de leurs enquêtes, qui nous donnent aujourd'hui une vision précise et terrifiante de la vie clandestine des derniers cathares. Ces documents, comme le registre de l'inquisiteur Jacques Fournier, évêque de Pamiers, au début du XIVe siècle, montrent comment la foi cathare a survécu pendant des décennies dans la clandestinité, transmise de famille en famille, lors de réunions secrètes dans des granges ou des forêts. Pourtant, même avec l'Inquisition, quelques bastions cathares résistent encore militairement. Ce sont des châteaux perchés dans des endroits inaccessibles, au cœur des Pyrénées. Le plus célèbre d'entre eux est Montségur, perché sur un pog, un pic rocheux isolé à plus de 1200 mètres d'altitude. Montségur est devenu après la guerre le siège de l'église cathare et le refuge de nombreux parfaits. En 1242, une bande de fidèles cathares, aidés de chevaliers locaux, attaque et massacre l'inquisiteur Guillaume Arnaud et sa suite à Avignonnet. Cet acte de défiance est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le roi Louis IX et le pape décident d'en finir avec ce nid d'hérétiques. Au printemps 1243, une armée royale commandée par Hugues des Arcis, sénéchal de Carcassonne, met le siège devant Montségur. Le siège va durer près de 10 mois. La forteresse est presque imprenable. Les assiégeants doivent construire des machines de siège et même une tour de 30 mètres de hauteur pour pouvoir atteindre les remparts. Les conditions de vie pour les défenseurs deviennent terribles, mais ils refusent de se rendre. La situation se dénoue en mars 1244. Des traîtres révèlent aux assiégeants un chemin secret qui permet d'accéder à la forteresse. Dans la nuit du 15 au 16 mars, un commando royal s'introduit par ce passage et prend le contrôle d'une partie des remparts. Face à la défaite inévitable, les défenseurs de Montségur négocient leur reddition. Les termes sont clairs. Une trêve de 15 jours est accordée. Ceux qui abjureront leur foi auront la vie sauve. Les autres seront brûlés. Le 16 mars 1244, après avoir assisté à une dernière cérémonie du Consolamentum, environ 225 parfaits et parfaites choisissent de mourir pour leur foi. Ils sont conduits sur un immense bûcher dressé au pied de la montagne, dans un pré qui porte aujourd'hui le nom de Prat del Screma, le champ des brûlés. La chute de Montségur est le symbole de la fin du catharisme organisé. Quelques forteresses résistent encore, comme Quéribus, qui tombe en 1255. Mais l'église cathare est détruite. Les derniers parfaits sont soit morts, soit exilés, soit réduits à une clandestinité totale. L'Inquisition continue son travail pendant des décennies,
traquant les derniers fidèles jusqu'à ce que l'hérésie ne soit plus qu'un souvenir. La croisade contre les Cathares s'achève à la fin du XIIIe siècle, mais ses conséquences se font sentir pendant des siècles. Sur le plan politique, elle a été un instrument décisif de la construction du royaume de France. L'annexion du Languedoc a permis à la monarchie capétienne de doubler sa superficie et de prendre le contrôle de la Méditerranée. Le processus de centralisation du pouvoir autour du roi de France s'est trouvé considérablement accéléré. Sur le plan culturel, la croisade a été une catastrophe pour l'Occitanie. La riche culture des troubadours, qui avait rayonné sur toute l'Europe, a été brisée. La langue occitane a été reléguée au rang de patois, progressivement marginalisée par le français, la langue du pouvoir et de l'administration. Une civilisation originale et brillante a été absorbée et effacée par son puissant voisin du Nord. Sur le plan religieux, l'Église catholique a remporté une victoire totale, mais au prix d'une violence extrême qui a profondément marqué les consciences. L'épisode de la croisade albigeoise et la mise en place de l'Inquisition ont révélé une facette sombre de l'Église médiévale, prête à utiliser la force et la terreur pour assurer son hégémonie spirituelle. Pourtant, le souvenir des Cathares n'a jamais totalement disparu. Il s'est transmis à travers les siècles dans la mémoire populaire, sous forme de légendes et de chansons. Les Cathares ont été réinterprétés de nombreuses manières. Au XIXe siècle, des historiens comme Napoléon Peyrat les ont présentés comme des précurseurs de la réforme protestante, des martyrs de la liberté de conscience contre l'obscurantisme de l'Église. Plus tard, au XXe siècle, des mouvements ésotériques et New Age se sont emparés de leur histoire, y voyant les dépositaires d'un savoir secret et d'une spiritualité pure. Aujourd'hui, le catharisme est devenu un élément central de l'identité culturelle du Languedoc. Les ruines des châteaux cathares sur les crêtes des Pyrénées sont des sites touristiques majeurs. Des musées, des festivals et des associations perpétuent le souvenir de cette histoire. Le mythe des bons hommes, persécutés pour leur pureté et leur refus du compromis, continue de fasciner. La croisade contre les Cathares reste un chapitre tragique et complexe de l'histoire de France. Elle montre comment une divergence religieuse, lorsqu'elle se mêle aux ambitions politiques et territoriales, peut déclencher une violence d'une extrême brutalité et transformer à jamais le destin d'une région. Ce fut bien une révolte spirituelle et culturelle qui, en s'éteignant, a éclaté en une guerre longue et dévastatrice, scellant le sort d'une terre de tolérance et de culture au profit d'un royaume en quête d'unité et de puissance. Les échos de cette guerre lointaine résonnent encore dans les vallées silencieuses où des milliers d'hommes et de femmes ont choisi de mourir pour leurs croyances,